Salut les amis, bienvenue pour le tour des stades consacré à la 32e journée du championnat national. Bonsoir Vincent. Salut Manu. On a vu des choses ce soir, des surprises et surtout des gros qui font du surplace. Incroyable encore. Incroyable, ça va être fou jusqu'au bout. 32e journée du championnat national. Après cette 32e journée, il ne reste que 6 points bien sûr à distribuer. Et on regarde tout de suite les résultats dans le détail. Vous dire notamment qu'il y a eu 25 buts inscrits ce week-end. 2 victoires à l'extérieur. Et d'ailleurs, pour les 2 victoires à l'extérieur, on y était à chaque fois. Donc on porte vraiment la schkoumoun, comme on dit. Seulement un nul. Et d'ailleurs un nul où il y a eu des buts. Donc il n'y a eu aucun terrain où il y a eu des 0-0. Dans le détail, Le Mans se rapproche du maintien. Sedan l'a obtenu. Dunkerque sera à Bourg. Villefranche sort de la zone rouge. Concarneau s'incline chez une équipe déjà condamnée. Versailles a baissé les bras, le Red Star rate un gros coup et Avranches se relance. Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour le tour des stades? Ouais, je suis prêt là. En plus, on a vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais, là, franchement, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que cette 32e journée a été absolument incroyable. Et cette 32e journée, elle a commencé du côté d'Orléans en milieu de semaine. Match qui était avancé parce que le Stade de la Source va accueillir la finale de Coupe de France féminine. Et bien, ce samedi, du coup, ce match a été avancé. Victoire du Mans FC, 1-0. Avant de commenter ce résultat, Vincent va se replonger un petit peu dans le scénario d'un match, là encore une fois, qui a été complètement fou. On va notamment parler de la première période plutôt équilibrée où Le Mans aura dominé. Le Mans qui aurait même pu obtenir un pénalty sur cette sortie mal maîtrisée de Vincent Viau dans les pieds de Niandouillet. L'arbitre ne signalera rien. Surtout sur l'action suivante, sur un face-à-face avec Goujon. Kosic, le gardien Manceau, se sacrifie et prend un carton rouge. À 10 contre 11, les Manceaux vont se rebeller en deuxième période. Hugo Vargas Rios va prendre le ballon, côté gauche, va réaliser un geste absolument magnifique pour inscrire l'un des plus beaux buts de cette 32e journée. On en reste là et Le Mans, grâce à cette victoire, fait un pas de plus, Vincent, vers le maintien. Ouais, et en plus c'était une victoire en fait qui sont allés vraiment chercher. Tu l'as dit, avec deux faits de jeu assez incroyables. Pardon. Dans le premier quart d'heure. Derrière, il a fallu un but magnifique de Vargas. Et puis en fin de match, en fait, le gardien remplaçant Hadfoot qui fait un arrêt juste extraordinaire au second poteau là-bas où il va la chercher. On croyait que c'était de la tête au début. Oui, c'est vrai. Et en fait, il a fait l'arrêt. En fait, et c'est vrai que là, sur le coup, ça a été le héros. Et il va encore leur falloir, pour assurer le coup, peut-être une victoire. Mais en tous les cas, moralement, celle-ci, elle fait du bien. Exactement. Un point leur suffirait normalement dès la semaine prochaine, bien sûr, en fonction des résultats à côté, pour se maintenir du côté des Manceaux. Intéressant, Hadfoot, c'est bien que vous en parliez, Vincent, parce qu'il est dur et vous le connaissez. Enfin, vous ne l'avez pas beaucoup connu dans votre carrière, mais ce rôle de numéro 2 est quand même difficile. Hadfoot, il a dû remplacer au pied levé Nicolas Kosic dans un moment très compliqué pour Le Mans, qui jouait sa survie, monument en péril. On ne cesse de le répéter dans le tour des stades. Eh bien, il a été à la hauteur. Ouais, c'est ce qu'on appelle être un. Généralement, on choisit pas d'être deuxième gardien, mais en tous les cas, Hadfoot, il sait qu'il est deuxième gardien depuis le début de la saison. Il joue son rôle merveilleusement bien. À chaque fois qu'ils ont eu besoin de lui, et on l'avait vu déjà au Mans face à Orléans aussi, Ouais, il avait été titulaire, il avait fait un match extraordinaire. Et là encore, quand il est rentré, jamais évident de rentrer comme ça parce qu'on s'attend pas à rentrer aussi vite dans un match. Là, en fait, il est rentré et tout a été nickel pour lui. Et encore une fois, avec cet arrêt en fin de match, il prouve que voilà, il fait du parti projet, il fait partie du projet et il faudra encore compter sur lui parce que je pense que ce genre de gardien, il faut absolument le garder dans un effectif. Exactement, il jouera dès le prochain match puisque Nicolas Kosic sera bien sûr suspendu. Quelques réactions à l'issue de cette rencontre. Commençons et honneur bien sûr au vainqueur. Réginald Ray, l'entraîneur du Mans, qui est à votre micro, Vincent. Et effectivement, il y a un pénalty flagrant sur nous et derrière il y a cette expulsion. Donc il fallait défendre intelligemment et continuer aussi à proposer des choses. Même si je pense qu'en première mi-temps, on doit mieux gérer 2-3 situations, des vraies occasions. Et en deuxième mi-temps, c'était pareil. Voilà. Il fallait aussi accepter de perdre 5-10 mètres et pour ne pas leur offrir trop de profondeur. Puis on savait qu'on aurait des coups. Voilà, on marque un très joli but, une action bien construite. Non, c'est bien, on a fait preuve de caractère, de maturité aussi. Et c'est 3 points très importants. Par rapport au maintien, forcément. Quoi. Ouais. C'est peut-être 3 points justement aujourd'hui qui sont pris pour le maintien, avec un but magistral et puis aussi un arrêt de gardien magistral. Oui, on sait aussi qu'à un moment donné, Evan devrait nous faire l'arrêt ou les arrêts. On a su rester solidaire sans paniquer. Après, ils avaient une supériorité aussi, ils ont mis du monde, notamment sur notre côté droit, pour accentuer là-bas. Mais
Voilà, globalement, c'est 3 points très importants. On est très heureux de les prendre, voilà, dans les circonstances particulières. Il y a 3 matchs encore, on avait fait 75 minutes à 10. Et on a été arraché le point du match nul contre Châteauroux. Voilà, donc c'est bon augure pour le prochain match, les 2 derniers surtout, mais on est très heureux ce soir. Après Réginald Derey, c'est le capitaine de l'US Orléans qui est venu aussi également à votre micro, qui est venu de manière lucide analyser la situation pour l'US Orléans qui, mathématiquement, n'est pas encore maintenu. Ouais, on savait que ça allait être un match compliqué parce que Le Mans joue son maintien aujourd'hui, je pense, en fonction des résultats, mais on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir gagner ce match parce qu'il nous a manqué beaucoup de situations à mon goût. Maintenant, là, faut vite tourner la page. On a une fin de saison à jouer avec deux beaux matchs en plus, donc à nous de se remettre au travail parce que la saison n'est pas terminée. Exactement, surtout que par rapport aux résultats qu'il pourrait y avoir vendredi, ce serait peut-être encore pour Orléans de prendre un point. Ouais, ce serait ouais, c'est clair. Maintenant, le résultat il est fait, on ne peut pas revenir dessus. Donc à nous de tout faire pour aller gagner à Dunkerque parce que ça ne va pas être un match facile. On a ce match en avance, on va voir les résultats qui vont se passer vendredi et puis on va attaquer ce match de la meilleure des manières pour rattraper ces 3 points perdus aujourd'hui. Allez, une autre rencontre dans cette 32e journée. On bascule sur les matchs du vendredi avec Sedan qui accueillait la Berrichonne Châteauroux. On va tout de suite prendre la direction du stade Louis Dugauguez où nous attend Maxime Betmal qui a commenté donc cette victoire sedanaise ce soir. Bonsoir Maxime, racontez-nous le contenu de cette rencontre. Salut Manu, salut Vincent, Sedan Châteauroux, 2 noms du football français qui s'affrontaient ce soir avec un objectif commun, maintenir le maintien et un maintien mathématique qui pourrait être le cas notamment du côté de Sedan en cas de succès pour Châteauroux. Il y a ces données-là, il y a aussi tout simplement se rassurer après la claque qu'il y a 2 semaines à domicile contre Villefranche et plus même globalement une série de rencontres sans victoire. Les Castelroussins qui font sans énormément d'absents pour ce déplacement dans les Ardennes. Quelques noms pour vous donner une petite idée: Paul Delecroix, Peter Ouanet, au passant Ganté, Jonathan Mexique, Nonan Roux ou Gilles Sounou. Voilà pour une petite partie de la liste des absents par blessure ou par suspension. Une équipe donc jeune, une équipe qui est en difficulté notamment sur le plan psychologique, et on va le voir sur l'ensemble de la première période où les Soudanais ont eu la maîtrise de la rencontre de manière globale. Des occasions de première alerte déjà bien gérées par Tommy Plumin qui remplace donc Delecroix dans les buts. Plumin va craquer une première fois à la 21e minute sur un travail de Guillaume Cousse. Et à la retombée, il y avait Kouarchi, mais il y avait Fadloun qui était plus prompte pour remettre sa tête et permettre à Sedan, après 21 minutes, d'ouvrir le score. Sedan qui domine, Sedan qui va être concrétisé avec un deuxième but, et que c'est Maxence Carrier qui juste avant avait eu une occasion repoussée par Plumin. Cette fois-ci il devance la sortie du gardien Castelroussin sur un centre de Fadloun, et l'ancien joueur lavallois qui vient permettre à son équipe de mener 2 buts à 0. 2 buts à 0 qui sera le score à la mi-temps. Les Castelroussins qui n'auront difficilement réagi en deuxième mi-temps et qui va même encaisser un 3e but. C'est Alexandra Maladgom qui est à la conclusion d'une récupération, une lutte que Silva gère mieux que le défenseur Castelroussin, et ça passe en retrait, trouvera Maladgom pour le 3-0. On pense alors que Sedan allait pouvoir gérer tranquillement une équipe de Châteauroux qui allait peut-être craquer. Et bien non, les Castelroussins réagissent et profitent du point faible de Sedan cette saison, c'est les coups de pied arrêtés. Un nouveau corner tiré par Romain Basque qui trouve la tête d'Amama Mbengue, 3 buts à 1. Quelques minutes après, on se dit alors peut-être que Châteauroux va réagir. En tout cas, Châteauroux va y croire encore un petit peu. Et bien les Castelroussins, grâce à la jeune classe, le centre de formation qui a fonctionné ce soir, et un homme notamment, Yanis Verdier, c'est lui qui va prendre le dessus sur Soukouna et qui va derrière tromper avec un petit peu de réussite le rebond, notamment Geoffrey Lambé et la défense danaise, et permettre à la Berrichonne de revenir à 3 buts à 2. La Berrichonne qui aura même eu une balle de 3 buts partout sur un centre venu de la droite, et une tête qui vient mourir juste à côté du poteau de Geoffrey Lambé. Mais au final, pas de scénario comme à la Versailles il y a un mois. Sedan va ne pas craquer dans les dernières secondes et s'imposer 3 buts à 2. Les Sedanais qui imposent ce soir la patte sur le maintien, 46 points. Les Ardennais sont mathématiquement maintenus pour la saison prochaine en nationale. Sedanais qui vont pouvoir être maintenant arbitres de la relégation en fin de saison avec 2 rencontres importantes. La semaine prochaine, un déplacement au Stade Briochin et une conclusion à domicile contre Villefranche dans 15 jours pour la Berrichonne. Certes, du mieux dans le contenu, mais ils sont loin encore d'être maintenus, les Castelroussins, les hommes de Maxence Flachès, qui n'ont ce soir plus que 2 points d'avance sur le premier relégable, et qui vont devoir négocier dès vendredi prochain une réception périlleuse, celle du Red Star, avant de clore cette saison par un déplacement en Paris 13 Atlético.
Ça sourit pour les uns, mais ça reste encore une grosse inquiétude pour les autres. Merci beaucoup Maxime. Vincent, ça y est, c'est mathématiquement officiel. On a du mal ce soir, c'est la fatigue. Dommage dans la semaine. Hein, c'est la fatigue de cette fin de saison. C'est mathématiquement donc officiel, Sedan se maintient en national. Ouais, enfin, et on le dit depuis assez longtemps. C'est vrai que cette équipe, en fait, elle aurait, par rapport à son effectif, mérité de jouer autre chose. Malheureusement, encore une fois, les points, on les prend sur le terrain et pas juste avec des joueurs expérimentés ou des noms sur une feuille de match. Voilà, on est quand même content pour eux parce que c'est quand même un club qui a un vécu et qui certainement un jour avec le projet devrait rejouer au-dessus. Et pour Châteauroux, à un moment donné, on les pensait sauvés. On les pensait sauvés parce qu'il y avait eu une belle série. Puis là, finalement, avec ce soir, ces 3 défaites d'affilée, cette équipe est juste à 2 points devant le premier relégable. Il va falloir batailler sec encore. C'est fou parce que Châteauroux, il y a quelques semaines, on se disait c'est bon, tout roule. Il y a eu ce scénario complètement dingue. Il y a maintenant 15 jours. Et ce soir, Châteauroux a encaissé encore trop de buts. 3 ce soir. Ouais, exactement. Avec la semaine dernière face à Villefranche, déjà, c'était quand même un sacré carton. Ce soir encore. Et puis surtout, cette équipe, quand on disait qu'on la pensait sauvée, elle n'a pas la chance non plus parce que bon, là, elle est dans un trou. J'espère pour elle qu'elle va quand même savoir rebondir dès la semaine prochaine face au Red Star. Ouais. Et puis encore une fois, elle n'a pas la chance, c'est que derrière, les équipes qui étaient derrière elle enchaînent les résultats. Allez, on part directement maintenant dans le pays de Bresse où Bourg-en-Bresse accueillait Dunkerque qui joue la montée. Bourg-en-Bresse qui n'est toujours pas sauvé dans ce championnat national. Julien Vert nous attend justement au stade Marcel Verchères. Bonsoir mon cher Julien, racontez-nous ce que vous avez commenté et vécu pour nous sur FFF TV. Bonjour messieurs, bienvenue au stade Marcel Verchères de Bourg-en-Bresse où on avait 2 équipes qui ne jouent pas le même championnat en cette fin de saison puisque Dunkerque est en haut du tableau et Bourg-en-Bresse-Perona joue pour ne pas descendre à l'échelon inférieur. À ce petit jeu là, ce sont les protégés de Mathieu Chabert qui prennent les devants dans cette partie sur une glissade du défenseur bressan Leandro Morante. Récupération du ballon par Enzo Bardelli qui se projette rapidement vers le front de l'attaque. Il trouve Alain Ipielé qui ouvre son pied pour l'ouverture de la marque après une dizaine de minutes dans cette partie. 0-1 en faveur de Dunkerque. Les visiteurs qui poursuivent leurs efforts. Ryan Grib qui sert son attaquant Bagdadi qui bute sur le portier Franck Lostis, mais Dunkerque a peut-être raté l'occasion du break parce que en face les joueurs de Pascal Moulin ont sonné la révolte avec notamment une énorme occasion juste avant la pause. C'est Nathan Decoquet qui surgit au deuxième poteau et qui reprend ce ballon mais ne trouve pas le cadre. À la pause, Dunkerque mène 0-1 mais Bourg-en-Bresse-Perona poursuit ses efforts et sur un service en retrait, Jonathan Rivas claque le but de l'égalisation à la 77e minute. Les Bressans poussent alors pour essayer d'arracher la victoire. Yaya Soumaré est servi et il faut un énorme Arnaud Balijon pour sortir l'arrêt décisif qui permet à son équipe de rester sur le score de 1 partout. Dunkerque a même l'occasion de repasser devant dans cette fin de match qui est un peu folle avec une situation pour Mbemba qui pousse le ballon au fond des filets mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu. Le score ne bouge plus, 1 partout entre l'équipe du FBVP 01 et l'équipe de Dunkerque. Les joueurs de Pascal Moulin devront encore gratter des points pour essayer d'assurer leur maintien. Dunkerque de son côté reste dans la course pour la lutte vers la montée en Ligue 2. Merci beaucoup Julien. Vincent, c'est l'un des premiers climax de cette 32e journée avec Dunkerque qui partage les points avec Bourg-en-Bresse-Perona. Dunkerque accroché au pire moment et Bourg, mine de rien, toujours invaincu à domicile depuis que Pascal Moulin a repris cette équipe. Alors finalement, au vu des résultats de ce soir, le match nul de Dunkerque à Bourg leur permettra au moins, ils vont peut-être pas s'en contenter, mais en tout cas ça pourra un peu les rassurer, c'est qu'ils reviennent à égalité de points avec Concarneau aujourd'hui. Face à l'équipe de Bourg qui reste invaincue quand même chez elle depuis 4 matchs, donc qui joue toujours son maintien, tu l'as dit, qui est premier relégable aujourd'hui. Voilà, ça va être des matchs. Ces 2 équipes-là, en tout cas jusqu'au bout, elles vont batailler pour quelque chose. Pas la même chose, mais quelque chose. Ouais, exactement, chacune de leur côté. En effet, finalement, l'USL Dunkerque, c'est pas une si mauvaise opération puisqu'il se rapproche de Concarneau. On le verra tout à l'heure avec la défaite des Tony. Dunkerque, une seule défaite sur les 10 derniers matchs quand même. Oui, ça c'est vrai, ça c'est quand même à signaler. On se rappelle notamment de cette série de 7 victoires consécutives. On retourne justement du côté de Marcel Verchères, Julien Vert qui est allé à la pêche aux réactions. Avec Valentin Maube. Valentin, comment on rentre dans une partie à la mi-temps d'un match quand le gardien titulaire doit céder sa place ? Écoutez, quand on est deuxième gardien, il faut se tenir prêt à tout moment, donc que ce soit de la première à la 90, il faut être prêt. Donc là, j'ai
quand il a pris son petit coup en première mi-temps, tout de suite, je me suis encore plus concentré que d'habitude. Et à la mi-temps, on m'a dit voilà, ça ira pas, il faudra que tu termines le match, quoi. Pour le FVP 01 ce soir, est-ce que c'est finalement un bon point dans la lutte pour le maintien ou il y a quand même beaucoup de regrets sur cette partie? Je pense que quand on voit la deuxième mi-temps, on peut avoir des regrets parce qu'on a eu des occasions pour mettre ces deuxièmes, même s'ils ont eu un but annulé. Après, je pense qu'on n'était pas en dessous d'eux, donc oui, il doit y avoir des regrets. Maintenant, on va devoir se contenter de ce point parce que tous les points sont importants pour assurer ce maintien. Justement, sur quoi il va se jouer sur les 2 dernières journées, ce maintien? Qu'est-ce qu'il faudra aller chercher? Il faudra au moins aller prendre 3 points sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, je pense que c'est clair. Il ne faudra pas suffire de 1 point par-ci par-là, il faudra en prendre 3 et puis voir ce que les autres équipes vont faire. Allez, de Bourg à Villefranche, Vincent, il y a très peu de route. C'est vraiment à côté. C'est pour ça que Les c'est un derby. supporters s'entendaient, je pense, d'un stade à l'autre. Et ils ont dû les entendre du côté de Bourg, les supporters caladois, parce qu'on a eu une très belle victoire de Villefranche. 5-1 contre le Stade Briochin. On prend tout de suite la direction d'Armand Chouffet, où nous attend Dimitri Christo. Bonsoir Dimitri. Salut messieurs, un match capital effectivement avait lieu ce soir pour le maintien du côté de Villefranche. Le FC Villefranche-Beaujolais recevrait Saint-Brieuc et 2 équipes avaient vraiment besoin de points. Eh bien on l'a vu tout de suite puisque dès le coup d'envoi on a vu des occasions de part et d'autre avec notamment Boué qui effectue un magnifique arrêt sur sa ligne dès la première minute de jeu et à la 14e minute de jeu c'est Groma qui ouvre le score sur une magnifique récupération d'Idriss Abba. À la 29e Toflib effectue un petit piqué mais il n'est pas cadré. À la 36e minute de jeu, Groma a un face-à-face avec Bellarouge. C'est Bellarouge qui sort vainqueur de ce face-à-face. À la 44e, juste avant la minute, la mi-temps, c'est Dib de la tête sur un coup franc de Sergio qui porte le score à 2-0. À la pause, on se dit que Villefranche a fait le plus dur, mais Saint-Brieuc n'abdique pas puisqu'il marque un but à la 56e minute de jeu par le nouvel entrant en jeu à la mi-temps de Guirassi qui marque ce but un peu, qui redonne l'espoir aux Briochins. Mais 4 minutes après, à la 60e minute, Bas obtient un penalty dans la surface de réparation de Saint-Brieuc qu'il transforme lui-même pour porter le score à 3-1. À la 65e, Groma inscrit un doublé pour porter le score à 4-1. Passe décisive d'Idriss Abba. Magnifique match d'Idriss Abba au passage. À la 77e minute de jeu, Saint-Brieuc est toujours là puisque Guirassi a une magnifique occasion sur le but de Boué. Et à la 86e minute, là cette fois on se dit qu'on comprend que c'est terminé puisque Sofiane Boruisbel vient crucifier le gardien de Saint-Brieuc. Une victoire 5-1, pleine d'espoir pour les Caladois. Merci Dimitri. Vincent, Villefranche sort de la zone rouge au meilleur moment, là pour le coup. Et il faudrait presque un miracle pour que le Stade Briochin puisse se sauver dans cet exercice 2022-2023. Ouais, elle entame une série elle entame une série parce que là c'est 2 matchs, 10 buts marqués en 2 matchs, donc forcément on dit toujours que c'est le bon moment, même s'il n'y a pas forcément de bon moment pour entamer des séries. Je pense que cette équipe aussi avec les qualités qu'elle a, elle aurait dû en entamer une depuis bien longtemps. Aujourd'hui, elle est en train de se sortir la tête même plus que la tête de l'eau face à une équipe de Saint-Brieuc qui est restée sur une très belle série. L'équipe de Karim Mokedem, c'était 7 matchs ou 7 matchs sans défaite. Aujourd'hui, elle a pris une sacrée claque. Pour autant, elle n'est pas encore condamnée parce que tant qu'il y a d'espoir, il y a de la vie et il reste 6 points à prendre. Il y a 4 points qui les séparent du premier relégable. Voilà, il faut aussi batailler et puis en tout cas donner tout ce qu'on a dans cette bataille. Et puis derrière, voilà, il n'y aura pas de regret. Ouais, exactement. Ils revenaient de loin déjà, les hommes de Karim Mokedem. Déjà depuis l'arrivée de Karim Mokedem, le nouveau coach était parti avec un handicap certain. On se rappelle de cette séquence aussi de 3 matchs. Il y a 15 jours, 3 matchs qui n'avaient pas été perdus, de nul et une victoire pour le Stade Briochin. On se rappelle du scénario du dernier match du Stade Briochin contre Le Mans, mené 2-0 à la mi-temps. Ils étaient revenus à l'extérieur en arrachant le nul, 2 buts partout. Bon voilà, maintenant il reste 2 journées, vous l'avez dit, 6 points à prendre. Par contre, ils n'auront plus le droit à l'erreur. Non, alors c'est vrai que dès vendredi prochain, ils reçoivent le Paris 13 qui est déjà condamné depuis 2 semaines, mais avec le résultat de ce soir, on va voir que le Paris 13 en fait ne donne pas les matchs. Mais à l'extérieur, après, peut-être que le Paris 13 va commencer peut-être à faire jouer un peu plus de jeunes joueurs pour pouvoir un peu peut-être préparer l'avenir et des joueurs forcément qui sont un peu moins aguerris. Peut-être que ça pourrait faire l'affaire de Saint-Brieuc si cette équipe arrive à se relever tout de suite. Exactement. Et vous l'avez dit, l'information principale, Villefranche sort de la zone rouge après y avoir passé 2 bons tiers de saison. C'est quand même assez exceptionnel pour les hommes de Hervé Delamajor. On le rappelle, qui était barragiste pour la montée ces 2 dernières saisons. Ça serait une bonne nouvelle si Villefranche venait bien sûr à se maintenir dans ce championnat.
On va peut-être aller voir, oui, une petite réaction tout de suite, une réaction Dimitri Christo à l'issue de ce match qui a laissé traîner son micro. Bon Kevin, on imagine un grand soulagement après cette très belle victoire ce soir. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'était un concurrent direct pour le maintien. Voilà, on avait 2 points d'avance. On voulait rester devant eux ce soir. C'est chose faite. En plus, avec un beau score et un beau match de notre part devant énormément de monde. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère qu'ils seront encore nombreux pour vendredi prochain contre Le Mans et j'espère le même résultat à la fin. Et oui, parce que rien n'est fini. Hein. Certes, c'est une belle étape de franchie, mais il faut finir le travail vendredi prochain. C'est ça, on a 40 points ce soir. Voilà, le maintien n'est pas acquis encore. Il reste 2 matchs, 2 finales. Ça serait bien de se faciliter la tâche vendredi prochain contre Le Mans en gagnant pour avoir au moins 43 points. Le maintien, je ne sais pas s'il jouera 42, 43, 44 points, on verra bien. Mais voilà, nous, on va prendre les matchs les uns après les autres. Gagner chez nous, ça serait formidable pour la dernière ici. Et après, on verra bien, on fera les calculs peut-être après Le Mans, si le maintien est acquis ou non, ou sinon il va falloir batailler encore à Sedan. Et comment on explique finalement cette réussite ce soir ? Tout a réussi, contrairement à certaines fois où c'était un peu plus compliqué. On parlait beaucoup de malchance cette saison du côté de Villefranche. Ouais, c'est sûr. Je pense que mentalement, voilà, on était prêt à répondre aux défis qu'allait nous proposer Saint-Brieuc. Voilà, on a mis de l'intensité dans les courses, dans les duels. Voilà, on a été efficace aussi dans les 2 surfaces de réparation. JC nous fait la parade dès la première occasion pour Saint-Brieuc. Je pense que ça nous a mis dans le match. Voilà, on arrive à marquer rapidement et à doubler le score juste avant la mi-temps qui nous fait énormément de bien. Et voilà, même après le but encaissé, on ne s'est pas démobilisé. On est resté soudés et je pense que le résultat reflète bien cette mentalité, cette solidarité. À titre perso, on t'a vu sortir en boitant, rien de méchant. Non, rien de méchant, je pense que c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, non. Mais non, c'est juste une petite douleur au mollet, mais rien de méchant. Voilà, on va soigner ça et se reposer ce week-end et repartir de bon pied pour lundi pour préparer bien Le Mans à la réception. L'une des grandes surprises de cette 32e journée s'est passée du côté de l'Auvergne où le Puy accueillait le co-leader, l'US Concarneau. Le Puy qui n'avait plus rien à jouer dans ce championnat puisque c'est officiel, le Puy est relégué en National 2 depuis la 31e journée. Mais le Puy s'est imposé et on a envie de savoir comment, pourquoi et avec bien sûr les propos d'Anthony Perel qui nous attend du côté du Stade Massot. Bonsoir Anthony, racontez-nous la soirée que vous avez vécue, une soirée de rêve j'imagine. Salut Manu, salut Vincent. Résultat, surprise ce soir au Stade Massot où le Puy, qui est d'ores et déjà condamné à évoluer en N2 la saison prochaine, s'est imposé 2-1 face à Concarneau qui lutte pour une montée en Ligue 2. Cette partie aura été une histoire de coups de pied arrêtés. Peu avant la demi-heure de jeu, Mohamed Benfredj met les poneaux devant sur pénalty, une frappe en force qui ne laisse aucune chance à Patier, le portier breton. Les Finistériens qui vont réagir juste avant la pause à la 40e minute de jeu sur un coup franc venu de la gauche. Parot expédie une tête dans la cage de Jonathan Miras, un partout. El Koumisti aura même l'occasion de mettre Concarneau devant dans le temps additionnel du premier acte, mais il va louper son pénalty, ou plutôt Jonathan Miras va l'arrêter. C'est la 2e fois en 2 rencontres face à Concarneau que Jonathan Miras arrête un pénalty. Et finalement, en toute fin de partie, le Puy va repasser devant grâce à un doublé signé Mohamed Benfredj. Et grâce à ce 2e but du joueur prêté par la GIA, le Puy s'impose 2-1. Concarneau s'incline et fait une très mauvaise opération dans la course à la montée. Merci beaucoup Anthony. Vincent, le Puy, le trouble fait, qui vient quand même battre Concarneau alors qu'ils sont déjà assurés de descendre en National 2 la saison prochaine. Cette défaite concarnoise, peu de gens l'avaient vu venir, nous les premiers j'ai envie de dire. Ouais, parce que en fait Concarneau depuis quelques temps en fait ils étaient quand même, on les sentait quand même un peu imbattables. On l'a dit, les saisons précédentes il y avait eu quand même un trou à chaque fois, mais ce trou il l'avait eu bien plus tôt dans la saison. Là on les sentait aller au bout. Alors je dis pas qu'ils vont pas aller au bout. J'ai pas vu le contenu, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas ils ont loupé aujourd'hui l'occasion d'être seul leader en attendant le résultat de Martigues ce lundi. Alors ils pourront aussi, eux, comme d'autres équipes, se rassurer en voyant les résultats de ce soir qui sont pas hyper négatifs pour eux, si ce n'est le match nul de Dunkerque qui fait que ils sont pas seuls deuxième ou seuls premier. Exactement. L'autre information, Vincent, on n'a pas, au moment où on enregistre bien sûr ce plateau, on n'a pas de plus amples informations, mais Amine Boutra est sorti de manière prématurée pendant ce match, peut-être une blessure pour le petit prince du national de l'US Concarneau. On vous donnera les informations sur les différents
réseaux sociaux dès qu'on aura bien évidemment plus de détails concernant une éventuelle indisponibilité. On va tout de suite, Vincent, retourner au Puy. Vous savez, au Puy, il y a un homme qui nous a permis d'avoir des réactions tout au long de cette saison. Et on va le saluer, c'est bien sûr monsieur Samuel Joubert qui laisse traîner comme ça son micro à chaque fin de match. Lui qui est de la communication bien sûr du Puy Foot. Donc on va tout de suite aller le retrouver et on va surtout le remercier. Merci pour tout monsieur Samuel Joubert. C'est une réalité parce qu'on sait, on l'a vécu l'année dernière face à Colomiers qui était libéré, ça a été très difficile. Forcément que ça aide certains joueurs aussi, mais on est quand même dans la continuité de ce qu'on a produit à Dunkerque. Donc voilà, je pense que c'est la continuité de ce qu'on a pu faire. Après, forcément que d'être libéré, si on avait joué le même match pour le maintien face à Concarneau, je pense que on aurait été un peu moins libéré. C'est beaucoup plus dur à appréhender que de pouvoir le jouer de la manière dont on est placé en ce moment. Comme la défaite à Dunkerque, alors c'est un plaisir de voir l'équipe jouer comme elle a joué les 2 derniers matchs. Alors il y a une victoire et il y a une défaite, mais c'est de voir l'équipe jouer à son niveau, voilà, avec des joueurs qui retrouvent leur niveau. Je pense à Tim Jabol, je pense à Tom Duponchel qui a eu une première partie de saison difficile, qui est très très bon. Je pense à Yaya Yanis derrière. Voilà, ça fait plaisir de les voir parce que je considère que on est là pour les emmener au meilleur niveau et qu'aujourd'hui ils y sont individuellement, donc c'est intéressant pour eux. Et après qu'on a dans chaque projet collectif, dans un groupe de foot, on a tous des projets individuels et là forcément notre projet collectif est compliqué à réaliser, mais ils ont encore un projet individuel, c'est de se montrer et d'essayer de trouver un bon club la saison prochaine. Et je suis surtout content pour eux parce qu'ils le méritent et sur les 2 derniers matchs, je pense qu'ils se mettent dans une meilleure posture que notre classement. Non, c'est sûr on s'était remis en question parce qu'on voit que mathématiquement c'est plus possible de se sauver, donc on s'est regroupé, on s'est dit qu'il reste quelques matchs, il fallait absolument donner la meilleure image du club et de nous-mêmes aussi. On avait encore des choses à aller chercher collectivement et individuellement aussi. Donc là jusqu'à la fin de l'année, on va essayer de rester comme ça le plus possible et prendre le plus possible de plaisir, même si c'est une période compliquée, c'est pas facile à vivre, je peux vous le dire. Mais on essaie quand même de garder le sourire et d'essayer, comme je vous ai dit, de montrer la meilleure image possible. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous joyeux, on a tous la joie de vivre. On se dit que c'est sûr, une descente, c'est douloureux, mais bon, on va dire qu'il y a plus grave dans la vie quand même. Et on essaie quand même de garder le sourire. Et là, en fait, c'est la vraie image qu'on a de nous, en fait. C'est qu'on joue relâché. Et comme je l'ai dit, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, on joue relâché, on essaye de donner tout le temps les meilleures prestations possibles. Puis là, ça a payé aujourd'hui contre une superbe équipe, peut-être la meilleure équipe du championnat. Donc on est content aujourd'hui. Il y avait un derby francilien, parisien dans la 31e journée du championnat national. Il opposait à l'époque Versailles au Red Star. Il y avait aussi également un derby francilien dans cette 32e journée. Il opposait cette fois-ci le Paris 13 Atlético au FC Versailles. Il n'y a eu qu'un but, mais un but qui aura son importance. But de Kikonda dans le premier quart d'heure. Kikonda, l'une des 8 recrues hivernales. C'est son 2e but cette saison. Lui qui offre les 3 points au club des Gobelins. Les Gobelins, on l'a dit, déjà condamnés à descendre en National 2. Par contre, à l'inverse, on attendait un sursaut de Versailles après la défaite dans le derby. Et les Yvelinois donnent la sensation d'avoir baissé les bras. Oui, parce que mathématiquement, forcément, il y avait toujours possibilité, même si ça paraissait compliqué. Mais en tous les cas, la possibilité de revenir avec les 9 points encore à prendre sur ces 3 dernières journées était réelle. Aujourd'hui, face au Paris 13, je pense que là, réellement, Et en plus, vu le résultat de la soirée, ils ont vraiment laissé passer la chance de pouvoir un petit peu recoller et de pouvoir espérer sur ces 2 dernières journées. Là, ouais, comme tu dis, Manu, je pense qu'on a la sensation que cette équipe de Versailles était déjà peut-être un peu résigné après la défaite face au Red Star. Ouais, puis un signe qui trompe pas, on n'a pas vu le match encore une fois, mais on a vu par exemple Chris faire 3 changements à la pause, preuve qu'il était vraiment pas content en tout cas du premier acte, de ce qu'il a vu dans le premier acte notamment contre ce club des Gobelins. Une autre rencontre et on reste en Ile-de-France, le Red Star qui accueillait le SO Cholet. Le Red Star avant le début de cette 32e journée qui était donc à 2 points des 2 co-leaders, 1 point derrière l'USL Dunkerque, le Red Star qui avait encore à peu près son destin entre ses mains et qui accueillait une équipe du SO Cholet qui était véritablement dans le trou. Une seule victoire sur ses 11 derniers matchs, Vincent, et on va se replonger sur le scénario bien sûr de cette rencontre avec l'ouverture du score de Noah Fattar au meilleur moment, dans le temps additionnel de la première période, sur un penalty litigieux parce qu'il y a une situation similaire
similaire 1 minute avant pour le Red Star. Et à ce moment-là, Monsieur Rosier, l'arbitre de cette rencontre, n'avait pas accordé le pénalty pour le Red Star. Il l'a accordé là cette fois-ci pour Cholet. Fatard donc qui inscrit son 6e but de la saison. Lui qui est quand même sur ses 6 buts à 5 buts à l'extérieur, c'est quand même à signaler. Et puis derrière, le Red Star qui avait dominé le premier acte va se rebeller en deuxième période. Fodé Doucouré notamment va réduire la marque pour son premier but sous le maillot de l'Étoile Rouge. Le même Fodé Doucouré d'ailleurs qui va prendre un deuxième jaune, synonyme de rouge à 20 minutes de la fin. Derrière, Cholet va pousser à voir les plus belles occasions, presque 3 balles de match, avant que Mosset, en toute fin de rencontre, vienne inscrire son premier but en national qui pourrait compter, parce que dans la course au maintien, ces 3 points étaient vitaux. Pour Cholet, en tous les cas, c'est la super bonne opération. C'est une équipe qui a souffert une bonne partie du match quand même, avec une très très bonne entame des Odoniens. Ils se sont créés beaucoup de situations. Un très très grand Baptiste Valette, on le disait pendant le match, qui a été impérial tout au long de ce match. Fatard aussi qui vous a beaucoup plu. Et Fatard, un match juste exceptionnel parce que c'est vrai que il était aligné devant avec Jarju qu'on n'a pas énormément vu. Et en revanche, Fatard, lui, ça a été vraiment le joueur de ce match, je pense. C'est lui qui donne de toute façon le deuxième but aussi, c'est lui qui a posé tout. À chaque fois qu'il y a eu problème dans la défense odonienne, Fatard était à l'origine. Puis une seconde période aussi où les Odoniens, en fait, même réduits, même avec ce coup du sort, un peu comme tu disais, avec ce penalty peut-être non sifflé, enfin c'est pas peut-être, c'est penalty non sifflé. Ils sont quand même revenus avec de très très bonnes intentions. Ils ont énormément tenté. Malheureusement pour eux, il y a eu cette expulsion aussi de Doucouré. Malgré le fait qu'ils se retrouvent à 10, cette équipe a quand même dominé. Et puis sur la fin du match, je dirais que sur les 10 dernières minutes, c'est une équipe de Cholet en fait, qui s'est complètement transformée. Peut-être un petit peu aussi, qui a profité de la fatigue odonienne, parce que jouer à 10 et puis donner autant d'énergie à essayer de revenir au score, c'est pas évident. Mais encore une fois, c'est ce Fatard en fait, qui leur a fait énormément de mal à l'équipe d'Habib Beye. Et puis derrière, la victoire de 1 a forcément leur fait du bien. 4 points. Je crois qu'ils ont 43 points, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. 4 points du premier relégable, sachant qu'il va encore y avoir pas mal de confrontations directes. 4 points, il reste 6 points à prendre. Je pense que les Choletais ont vraiment fait l'opération de maintien ce soir. Une bonne partie du chemin, en effet, vers le maintien pour le SO Cholet. Une petite réaction à l'issue de cette rencontre. En parlant peut-être un petit peu avant, Vincent, du Red Star, parce que on a l'impression ce soir que, un petit peu comme à leur habitude contre les équipes mal classées ici à Bauer, le Red Star dans le contenu, il y a peu de griefs à faire, il y a peu de reproches à leur faire aux hommes d'Habib Beye. Mais le Red Star, on a la sensation qu'il est passé aussi à côté ce qui aurait pu être une belle opération. Ah oui, parce qu'en cas de victoire, en fait, ce soir, ils étaient premiers, encore une fois, en attendant le résultat de Martigues. Mais en tous les cas, au pire des cas, c'était en fait, ils étaient assurés d'être deuxième ce soir, au vu des résultats de la soirée. C'est encore une occasion manquée. Et comme tu le dis, c'est vrai. Bien souvent, en fait, dans le contenu, il se passe quand même des choses avec cette équipe. Elle se crée énormément de situations. C'est une équipe qui est courageuse, malgré à chaque fois peut-être les coups du sort qu'elle peut subir. Elle baisse jamais les bras, elle tente toujours beaucoup de choses. Alors là aujourd'hui, elle a perdu une fois de plus à domicile face à une équipe qui joue le maintien. On pense au Puy, on pense à Avranches. Aujourd'hui c'était Cholet, voilà. Et je pense que si elle devait ne pas monter, c'est surtout, je pense, ces 3 défaites-là qui lui auront coûté l'accession. Exactement, et sur des circonstances, parce qu'encore une fois, c'est ça qui est terrible, pour avoir pas mal suivi, vous et moi, cette saison, le Red Star. Dans le contenu, souvent même quand il y avait des fêtes, ce soir le contenu est positif, on est d'accord, Vincent? Il est bon, le contenu est même très bon, je trouve, parce que même à 10, ils ont posé énormément de soucis à cette défense choletaise. C'est vrai qu'ils sont souvent tombés en plus sur des gardiens en état de grâce. C'est vrai que quand on vient jouer au Stade Bauer avec l'ambiance qu'il peut y avoir et ça peut galvaniser une personne. Et c'est souvent. Alors après, je dis pas que les gardiens deviennent forts quand ils viennent jouer à Bauer, parce que Valette, il a pas attendu de venir jouer à Bauer pour être un très bon gardien. Mais en tous les cas, ça aide. Exactement. Voilà en tout cas pour le résumé de ce match entre le Red Star et le SO Cholet. Donc il reste maintenant 6 points à prendre pour le Red Star et espérer des faux pas devant pour espérer surtout monter. Une dernière rencontre avait lieu ce vendredi. Dans le cadre de cette 32e journée, l'US Avranches accueillait une équipe du FC Borgo déjà condamnée, lanterne rouge de ce championnat de national. Damien Martin était au stade René Fenouillère pour nous commenter cette rencontre, mais aussi pour nous raconter avec talent, comme il sait le faire, le récit de cette rencontre dans le tour des stades.
Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, on est ici à Avranches, le stade René Fenouillère, pour un match qui a été considéré comme le match de la peur. Noah Françoise pour nous accompagner pour ce débrief. Noah, vous n'avez pas eu le temps de trembler ce soir, grâce à vous notamment, après à peine plus d'une minute. Oui, je sais pas c'était à quel moment exactement, mais on a bien débuté la partie, on a pressé fort sur une récupération haute, on s'est projeté vite, et après, au bout de 2 minutes, déjà 1-0. Donc ça fait toujours du bien de vite marquer dans un match. Vous affrontiez Borgo qui n'avait plus rien à jouer, condamné à la descente en N2. C'était le projet de frapper fort d'entrée face à ce type d'adversaire? Oui, on avait travaillé ça à l'entraînement, le pressing vite, les 15 premières minutes pour les agresser, leur faire peur et là ça a marché. Hein. On n'a pas senti l'ombre d'un doute chez vous en première mi-temps. C'est une mi-temps très aboutie, vous avez beaucoup d'occasions. Vous avez notamment cette opportunité de marquer le deuxième but à 3 ou 4 reprises. Oui. Ça a été contré 2-3 fois. Après, on a su quand même marquer le deuxième but en première mi-temps. Et on s'est mis à l'abri, on va dire, avec 2-0 en première mi-temps. Vous êtes tombé également sur un gardien en réussite. Il y a eu cette barre transversale de votre attaquant Koyalipou à la fin de la première mi-temps. Et ce deuxième but, vous en parliez Noah, un penalty, mais ça vient concrétiser vraiment une belle prestation collective pendant 45 minutes. Oui, complètement. Le gardien, il les a maintenus en vie pendant cette première mi-temps. Et même, on aurait pu mettre 3-4-0, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et oui, dans le foot, 2-0, c'est pas un bon score parce que si on revient à 2-1, après c'est compliqué, on tremble peut-être un peu plus. Et là, non, après on a réussi à mettre le troisième but qui nous a soulagés, on va dire, et on sait très bien. Cette deuxième mi-temps, justement, Noah, c'est un peu particulier quand on mène 2-0, on essaie de trouver un équilibre un peu précaire entre attaquer et bien défendre. Oui, c'est sûr, on a moins joué. Ouais, on avait peut-être un peu peur, alors qu'on n'aurait pas dû. On aurait dû continuer à attaquer comme on a fait en première mi-temps. Ça nous aurait peut-être réussi. Au match aller, c'était un peu le même scénario. On avait continué à jouer. Au final, on avait gagné 5-0. Là, on a quand même réussi à mettre le troisième but, mais on a senti que c'était pas comme on le voulait, on va dire. Issane Sako avait marqué le pénalty du 2-0. Et comme un symbole, c'est une action collective qui vous met à l'abri sur le troisième but avec à l'initiative Pierre Magnon, de retour après 9 mois écarté des terrains de national. C'est lui qui lance le mouvement. Oui, après une grosse blessure, il revient aujourd'hui. Il a eu 15-20 minutes de temps de jeu. Pratiquement premier ballon. Il lance Issane qui fait la passe des Akoya. Donc c'est magnifique pour lui. Je suis très content pour lui. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Votre attaquant, Koyalipou, c'est son 11e but en 16 matchs. Hein. Un petit mot sur son apport. Vous êtes arrivés ensemble au mois de janvier. Ça a changé vraiment l'équipe. Ouais, non, il est vraiment en réussite depuis quelques temps. Il nous apporte énormément, c'est un poids pour les défenseurs. Non, franchement, un attaquant qui est top. Réduction du score anecdotique sur le papier, 3-1 dans le temps additionnel avec Moustapha Sangaré. Victoire 3-1. C'est une victoire qui vous permet de souffler un peu, même si vous restez encore dans la zone rouge, mais à égalité de points avec le premier non relégable. Non, c'est sûr, ça aurait été très compliqué si on avait perdu ou ne serait-ce que fait match nul. C'est un soulagement d'avoir gagné. Après, il reste 2 matchs. Il va falloir aller à fond et gagner. On n'a pas le choix. Vous avez votre destin en main, en tout cas, avec un match à la maison dans 15 jours contre Cholet qui pourrait être une grande finale. D'ici là, il y a un déplacement à Versailles. Versailles a perdu ce soir, donc il y a l'occasion de frapper fort. Oui, il y a l'occasion de frapper très fort. Versailles qui a plus rien à jouer, je crois, dans ce championnat. Donc on verra, mais en tout cas, il faudra frapper très très fort pour enchaîner avec Cholet à domicile pour le dernier match. Avranches s'impose donc 3-1 à domicile contre Borgo. Début de Noah Françoise, Issane Sako et Kouyalipou donc en deuxième période. Réduction du score de Moustapha Sangaré. Merci beaucoup Noah, bonne fin de saison. Bonne fin de saison à vous aussi. Merci beaucoup Damien. Vincent, Avranches est toujours relégable, mais Avranches se rapproche de la sortie. Elles sont 3 équipes désormais à compter 39 points. Ça devient. Non, c'est incroyable depuis le début de toute façon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette victoire d'Avranches aussi leur fait du bien parce que je pense que je suis quasiment sûr en fait qu'ils étaient quand même sur une sacrée série négative. Oui. 4 ou 5 défaites d'affilée. Donc forcément aujourd'hui, même si c'est une équipe en face d'elle qui était condamnée,
c'est jamais facile, et Concarneau pourront en témoigner puisque Le Puy était condamné aussi. Donc elle a été chercher les 3 points qu'il lui fallait pour continuer à espérer ce maintien. Borgo, c'est vrai que c'était une équipe qui est condamnée mais qui lâchera pas les matchs parce que forcément il y a un projet qui est toujours en cours. Je pense que Antoine Emmanueli va laisser Alexandre Torres va laisser à Alexandre Torres la tête de l'équipe. Je pense que même s'il est condamné depuis 2 ou 3 matchs, il a fait quand même du bon travail. Et donc forcément c'est une équipe en fait qui va jouer jusqu'au bout et qui va donner sa chance à de jeunes joueurs ou en tout cas des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup leur chance cette saison. Une dernière rencontre aura lieu dans le cadre de cette 32e journée. Ce sera rendez-vous lundi, 18h30, sur les antennes de Canal+ Foot avec un gros choc. Là encore une fois, on parlera de montée et là encore une fois, on parlera de maintien. Puisque le FC Martigues, équipe injouable à domicile et actuellement co-leader de ce championnat, accueille l'AS Nancy-Lorraine qui n'est toujours pas sauvée, toujours pas maintenue en national. On aime beaucoup parler de monuments en péril. Là, c'est le cas pour Nancy. Sacré, ouais, exactement. Et par contre, il peut y avoir une énorme opération, Vincent, pour Martigues. Ouais, parce que Martigues, en cas de victoire, prendrait seul la tête avec 3 points d'avance sur Concarneau. Et peut-être même un point de plus. Enfin, pas un point de plus. Oui, mais avec le goal average particulier, puisque cette équipe avait battu Martigues, avait battu Concarneau 2-0, donc au goal average particulier, voilà, commence à avoir du mal là. elle est forcément devant. Et en cas de victoire face à Nancy, il resterait plus que 2 matchs derrière. Je vois mal comment en fait cette équipe pourrait ne pas monter si elle venait à l'emporter, mais encore une fois ça va être un match très très compliqué parce que là Nancy maintenant, en plus avec les résultats de tous ces prétendants directs qui ont gagné ce soir, c'est une équipe aussi qui est dans l'obligation d'aller au moins au minimum chercher le point du match nul. Ça va être un match franchement qui va valoir son pesant de cacahuètes. Ah ouais, son pesant de cacahuètes, son pesant d'or, vous le dites comme vous le voulez, mais en tout cas il faudra être devant sa télé. 18h30 ce lundi, Canal+ Foot pour ce grand choc donc entre le FC Martigues et l'AS Nancy-Lorraine. Peut-être qu'à 20h30 on en saura plus sur l'une des équipes qui pourra monter en Ligue 2. Peut-être qu'à 20h30 on en saura encore un petit peu moins sur la lutte pour le maintien. Mais c'est ça en fait, jusqu'à la 34e, on le dit. Ça sera jamais joué. En fait, en cas de victoire, Martigues prendra une sacrée option. Ils auraient leur joker. Mais ça serait en tout cas mathématiquement pas encore officiel. Ah oui, ça c'est sûr, en effet. Mais quand on voit le scénario, on l'a vécu ici au Stade Bauer. Pour vous les amis, ce soir, il y avait le parfum des dernières journées où chaque minute on a l'impression que les choses peuvent basculer. Ouais, alors je sais pas comment ça s'est passé sur les autres stades, mais en tout cas nous ce qu'on a vécu ici, c'était vraiment, on avait vraiment l'impression en fait que la vie de tout un staff et de tous les joueurs en fait se jouait aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Vous l'avez parfaitement résumé, en tout cas avec cette pensée, Vincent. Le classement, on y jette un coup d'œil. Allez, on sort les calculettes parce que là, ça va commencer à être très 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 compliqué. Et on va se remémorer des souvenirs aussi parce que le goal average particulier aura son incidence. On a 3 équipes qui sont à égalité de points en tête de ce classement. Dunkerque, Concarneau et Martigues, donc vous l'avez compris, qui doit encore jouer ce lundi. Le Red Star reste à 2 points de ce trio. Sedan est maintenu, mais derrière, mathématiquement, rien n'est fait pour les équipes qui suivent. Entre Orléans 7e et Avranches 14e, on compte 5 points d'écart à 2 journées de la fin. Saint-Brieuc n'est pas mathématiquement condamné, mais n'a plus son destin entre ses mains. Et pour le Paris 13, Le Puy et Borgo, c'est fini. L'année prochaine, ils descendront en National 2. Là, l'équation, elle est à multiples inconnus. En fait, moi, là pour l'instant, j'ai pas envie de me creuser la tête. Vous avez raison. On va attendre encore une petite semaine. Ouais, on va attendre une semaine. On va attendre la 33e journée. Et d'ailleurs, je tiens à vous le signaler, les amis, la 33e journée qui aura lieu donc vendredi prochain. Tous les matchs seront vendredi prochain à 21h. Il y aura un multiplex d'ailleurs, Canal+ Foot, et toutes les autres rencontres à suivre, bien sûr, en direct en intégralité sur FFF TV. N'oubliez pas, 33e journée égale 21h. Donc vendredi 19 mai. Vendredi 19 mai, le lendemain, il faudra garder des forces aussi, Vincent, parce qu'il y aura les trophées du National le 20 mai. Voilà, une jolie petite cérémonie, co-présentée. Un moment magique. Un moment magique. Nous allons co-présenter, bien sûr, ensemble sur les antennes de Foot Plus et de FFF TV. Rendez-vous 19h30 du côté de Clairefontaine. On en saura plus sur l'identité du meilleur joueur, du meilleur entraîneur, du meilleur gardien, du trophée de la révélation, du projet social club, du meilleur arbitre et du plus beau but. Puis on en saura un peu plus aussi également sur la composition de l'équipe type. J'ai hâte d'y être, Vincent. Est-ce que vous avez commencé à chauffer le costard un peu là? Je suis en train là, j'ai ressorti tous les costards de la garderie, de la garde-robe, de la garde-robe, et voilà, je suis en train d'observer un petit peu les couleurs en fonction de quelle lumière on va mettre dans l'amphithéâtre de Clairefontaine. Ça, c'est un professionnel, c'est un homme qui a travaillé avec Steven Spielberg. Voilà, ceci explique cela. Voilà les amis, en tout cas pour cette 32e journée. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas bien sûr à nous mettre des petits likes pour essayer de pousser
pousser et aider cette émission, à commenter aussi également la situation de votre club préféré. On prendra le temps de vous répondre comme ça pour discuter entre passionnés de cette 3e division. Vincent, prenez des forces, la semaine prochaine, ça va être de la folie. Bonne soirée à toutes et à tous, salut.